Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Ses collègues se souviennent d'une directrice d'école solaire, débordante d'énergie et que les enfants adoraient. Christine Renon s'est suicidée le mois dernier sur son lieu de travail, une maternelle de Pantin près de Paris. Dans un courrier posté auparavant, adressé à une trentaine de personnes, elle a raconté en détail sa solitude et son épuisement. Beaucoup de responsables d'établissements se sont reconnus dans cette lettre. Pour comprendre pourquoi, Claudia Prolongeau a pris le temps d'écouter l'un d'entre eux. Je m'appelle Jean Buissonnier, je suis directeur de l'école Condorcet d'Aubervilliers et délégué syndical SNUIPP sur la ville d'Aubervilliers. Moi, j'ai été prévenu le lundi soir, par une collègue directrice d'école sur Aubervilliers. Donc, j'ai été très choqué par cette nouvelle. C'est une collègue que je ne connaissais pas personnellement, mais le fait qu'elle se soit suicidée sur son lieu de travail, avant même qu'on en connaisse un petit peu les explications dans les lettres qu'elle a adressées à la profession, en tout cas à ses collègues, montrait déjà un geste fort qui nous a interpellés, moi qui m'a beaucoup ému, ne serait-ce que par la proximité du lieu. Aubervilliers, Pantin, c'est la commune à côté. Son âge, 58 ans, j'en ai 57. Donc une collègue qui arrive en fin de carrière. Moi-même, c'est quelque chose que je commence à envisager, la fin de carrière. Donc on commence à se projeter dans l'après-profession et ne pas pouvoir tenir jusque-là, personnellement, ça m'a bouleversé. Alors, comme beaucoup de ses collègues, Jean Buissonnier se mobilise au nom de Christine Renon. Dans le métro qui m'emmène à Bobigny, où le rendez-vous devant l'inspection académique est donné, je les identifie tout de suite. Les directeurs et les enseignants restent par petits groupes, discutent du rassemblement de la semaine précédente et de la médiatisation qui en a été faite. Le 23 septembre dernier, 3 semaines après la rentrée, le corps de la directrice de l'école Méhul à Pantin a été retrouvé en bas des escaliers de son établissement d'où elle s'était jetée. J'ai cherché à en savoir un petit peu plus. J'ai appelé tout de suite une collègue directrice d'école à Pantin qui a travaillé dans mon école ici pour savoir un petit peu si elle pouvait me donner des explications. Les directeurs de Pantin étaient sous le choc, ils s'étaient réunis. Elle m'a rappelé le soir pour me dire un peu l'émotion qui traversait la ville. Et ce qu'ils avaient un petit peu prévu de faire aussi, de se rassembler sur le lieu de l'école. Mais ça, c'était avant même qu'il y ait le contenu de la lettre, Ça, c'était le lundi soir. Avant son geste, Christine Renon avait pris soin d'adresser une lettre à tous ses collègues de Pantin, ainsi qu'à la direction de l'académie, pour expliquer comment ces conditions de travail avaient rendu son quotidien insupportable. On a appris mardi dernier, j'étais déjà en grève pour la première journée de mobilisation sur les retraites et on a parlé que de ça, la manifestation entre collègues sur ce geste. On n'en connaissait pas les motivations réelles, ou les explications en tout cas. Mais moi, ce que j'avais dit à des collègues, c'est que j'avais été frappé depuis le début de l'année, au cours des réunions directeurs que j'ai sur Aubervilliers, de voir l'état d'épuisement de mes collègues de maternelle. Donc je leur disais, je ne fais pas de lien de cause à effet entre les deux parce que je n'étais pas au courant de ces motivations, je n'avais pas lu la lettre, mais c'est vrai que l'institution a des exigences vis-à-vis de nos collègues de maternelle en cette année de scolarisation obligatoire des 3 ans qui les contraint à des changements d'habitude et des modalités de travail complètement différentes et qui sont épuisantes pour eux. Et moi, j'avais été frappé 3 jours avant, donc c'était le jeudi qui a précédé le suicide de Christine, dans une réunion de directeurs d'Aubervilliers, de toutes les écoles, de voir vraiment le degré d'épuisement de mes collègues. Et ça m'avait frappé, j'en avais parlé à plusieurs d'entre eux. Monsieur l'inspecteur, mesdames et messieurs les directeurs, aujourd'hui, samedi, je me suis réveillée épouvantablement fatiguée, épuisée, après seulement 3 semaines de rentrée. Les soucis depuis bien avant la rentrée se sont accumulés, c'est le sort de tous les directeurs, malheureusement. Il n'y a que les inspecteurs généraux qui annoncent en réunion la voix légère que les directeurs ont de très lourdes responsabilités et qu'il vaut mieux être à leur place qu'à la nôtre. Mais comment pense-t-il à améliorer nos conditions d'exercice ? La succession d'inspecteurs qui passent à Pantin ne se rend pas compte à quel point tout le monde est épuisé par ces rythmes. Personne ne s'interroge sur les gens qui partent, sur le temps que travaillent les directeurs. L'épuisement, il est ressenti, je dirais, par certainement toute la profession. C'est vrai que on a coutume de dire au bout de 3 semaines après la rentrée qu'on était tous un peu sur les rotules. Mais vraiment là, sur les collègues de maternelle, j'avais trouvé que c'était un peu spécifique à eux,
Dans quel contexte vous avez pris connaissance de cette lettre ? C'est sur les réseaux sociaux, quoi. Ça a commencé à circuler. Moi, j'ai lu les communiqués qu'a fait paraître le SNUIPP aussi, que j'ai trouvé très digne, en hommage à notre collègue, parce que très vite, on a bien vu que ça n'était pas lié à soi-disant de la faiblesse personnelle ou quelqu'un qui serait déprimé. Vraiment, on a compris très vite que c'était lié à ses conditions de travail qu'elle déplorait, quoi. Le travail des directeurs est épuisant, car il y a toujours des petits soucis à régler, ce qui occupe tout notre temps de travail, et bien au-delà du temps rémunéré. Et à la fin de la journée, on ne sait plus trop ce que l'on a fait. Pour ma part, j'ai toujours fait pour le mieux pour les élèves, les enseignants, les parents. J'ai essayé de me rendre disponible au maximum pour chacun, toujours répondu positivement à un service que l'on me demandait. Mais les directeurs sont seuls pour apprécier les situations, seuls pour traiter la situation car les parents ne veulent pas des réponses différées. Tout se passe dans la violence de l'immédiateté. Ils sont particulièrement exposés et on leur en demande de plus en plus sans jamais les protéger. La semaine après la rentrée, ils sont déjà épuisés. Quand elle parle d'être submergé par toutes les tâches du quotidien, c'est quelque chose que l'on partage tous. Vous voyez, moi je suis directeur d'une école de 21 classes. Je suis seul à la direction. Il y a 355 élèves inscrits à l'école Condorcet. Je suis seul, alors que pendant les 3 premières années où j'étais ici, je bénéficiais de ce qu'on appelait les aides à la direction. Des personnels qui ont été, ces contrats CUI ont été terminés à l'arrivée du nouveau gouvernement, mais sans aucune modalité d'accompagnement de ces personnels. C'est ce qu'on appelait la fin des contrats aidés. Nous, on avait ces personnels-là. C'est sûr que c'était pas des conditions pour eux idéales. C'est des petits salaires. C'était ce qu'on appelait les CUI, les contrats uniques d'insertion. En attendant, partout où il y en a eu, ça a rempli plus qu'un vide, quoi. Moi, je sais que la collègue qui travaillait avec moi, elle s'était vite rendue indispensable par sa compétence, sa disponibilité, sa gentillesse. Et c'est des gens qu'on a mis à la porte du jour au lendemain, quoi. C'est retour à Pôle emploi, quoi. Il s'est rien passé pour eux. Normalement, il y avait le mot I dans CUI, il y avait insertion, oui. Mais cette insertion, elle s'est arrêtée. Alors, je dis pas que le dispositif était idéal, hein. Il fallait certainement créer autre chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu, dans l'éducation nationale, des milliers et des milliers de personnes qui se sont arrêtées de travailler du jour au lendemain. Et nous, on s'est retrouvés, gros gens comme devant, à refaire, tout seul, quoi. Voilà. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvé seul. Et cette collègue qui travaillait avec moi était une personne qui était d'une rare compétence en plus, et c'est un gâchis monumental. Et de fait, toutes les tâches qu'elle faisait, qui étaient souvent des tâches routinières et répétitives, de photocopie de mots, de distribution de mots dans les classes. Quand je dois donner un mot dans les classes, moi par exemple, ça me prend 1 heure, parce que j'ai 21 classes et que j'ai maintenant 3 bâtiments où sont répartis les enfants. 2 bâtiments ici, un bâtiment qui vient d'ouvrir de l'autre côté de la rue. Donc ça complexifie beaucoup les choses. L'Éducation nationale, le ministre et ses représentants doivent urgemment prendre acte du geste désespéré de notre collègue et de son dernier témoignage et réagir en conséquence. Son geste ne peut pas être minoré parce qu'il est révélateur de la souffrance au travail partagée par l'ensemble des personnels de l'éducation nationale au regard de la dégradation continue et permanente de leurs conditions de travail actuelles en Seine-Saint-Denis et bien au-delà. Quand j'étais au lycée, j'envisageais de devenir prof d'histoire, c'était mon truc. Et puis arrivé à 17 ans, j'ai passé le BAFA, j'ai fait des colos et je me suis découvert vraiment une passion pour bosser avec les gamins. Je me suis dit, je veux pas devenir prof, je vais devenir instit. C'est donc à 18 ans, à l'époque, on pouvait passer le concours de l'école normale après le bac. Donc je l'ai fait. Donc j'ai eu le concours à 18 ans. Et puis j'ai eu une carrière dans le premier degré. En parallèle, je faisais de l'animation. J'ai eu un détachement pour m'occuper des centres de vacances de la ville d'Aubervilliers pendant 5 ans. Et à la fin de ce détachement, j'ai passé l'entretien pour devenir directeur d'école. Et puis voilà, ça m'a intéressé, animer une équipe, faire des projets. Ça c'est pour ça qu'on a choisi ce métier-là, quoi. En général, la plupart des collègues. Moi, ça fait 22 ans que je suis directeur. Je suis devenu directeur en 1997. Quand je suis devenu directeur, dans l'école où j'étais, je n'avais ce qu'on appelait qu'1 tiers de décharge. C'est-à-dire que je faisais la classe 2 tiers du temps
et j'avais un tiers du temps le bureau. C'est-à-dire une journée et demie par semaine, j'étais dans mon bureau, le reste du temps, j'étais en classe. Et ben, aussi paradoxal que cela puisse paraître, j'avais l'impression de mieux m'en sortir à l'époque que je m'en sors maintenant en étant déchargé complètement. Certes, l'école est plus grande, mais l'évolution, en fait, c'est l'évolution des tâches. C'est-à-dire qu'on est noyé de demandes à faire qu'on nous donne le jour même. Il fallait le faire pour la veille. Enfin voilà. Enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est ça. À faire une fois, deux fois, trois fois les mêmes choses. Par exemple, j'attends d'une journée à l'autre une enquête qu'on reçoit tous les ans. On va me demander qui fait anglais dans les classes. Or, l'institution sait que chaque enseignant, maintenant, dans ses obligations de service, fait anglais. Eh bien, il va falloir que je remplisse un document. Alors, ça va me prendre un quart d'heure, 20 minutes. Mais il faut que je notifie Madame Trucmuche, elle fait anglais, Monsieur Trucmuche, il fait anglais. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Simplement, il y a quelqu'un là-haut, à la DSDN, qui a décidé qu'il fallait remplir cette enquête tous les ans. Et alors, ça peut paraître très anecdotique, mais c'est comme ça pour tout. Pour tout. Et il n'y a jamais de croisement. Alors qu'ils ont des outils, ils se sont dotés d'outils informatiques, d'applications qu'on remplit, qu'on utilise, ils les croisent jamais. Et il faut toujours redonner les mêmes... Donc c'est usant, quoi. Vous avez, vous, un moment en particulier dont vous vous souvenez, où vous vous êtes dit, là, je sais plus quoi faire, ça va trop loin, je suis hyper seule. Ça n'était pas dans cette école, ça remonte à quelques années. J'étais directeur d'école à Saint-Denis. Alors c'était une école plus petite, j'avais 9 classes, j'avais 180 gamins, et je me rappelle d'une journée d'hiver comme cela, où il y a eu des problèmes de transport, il y avait les problèmes d'épidémie, de grippe, de choses comme ça, et on s'est retrouvés à 2 collègues et moi pour gérer toute l'école. Aucun remplaçant de disponible. L'institution appelée n'a pas pu répondre à l'envoi de choses, donc on s'est retrouvés seuls, et en plus, une des 2 collègues, je m'en rappellerai toute ma vie, a perdu sa mère. Sa mère est décédée le matin de ce jour-là, elle a dû partir en urgence. On s'est retrouvés à 2 pour gérer 180 gamins. Et ce jour-là, j'ai tenu, et le soir, quand je suis rentré chez moi, j'ai craqué. Pour la première et seule fois de ma vie, nerveusement, j'ai pleuré. Je n'en pouvais plus. Et j'ai réussi à rebondir assez facilement parce que j'ai fait un écrit. J'ai écrit tout ce que j'avais vécu. Cette lettre, à l'époque, elle avait été publiée par les instances départementales, syndicales, et on avait créé des groupes de travail après pour voir comment on pouvait. Mais voilà, c'est des choses que la solitude dans cette fonction, ça on le ressent très très fort par moment. En maternelle et en primaire, les directeurs d'école ne sont que les collègues des enseignants et non leurs supérieurs hiérarchiques, comme c'est le cas pour les chefs d'établissement du second degré. Ce statut particulier renforce encore peut-être le sentiment d'être seul pour faire face à toutes les demandes. Que ce soit les demandes institutionnelles, les demandes des collègues, les demandes des parents d'élèves, les demandes des partenaires. En début d'année scolaire, comme ça, on est sollicité par tous les partenaires des structures culturelles, sportives qui veulent travailler avec nous. Donc tout ça, c'est notre rôle premier, c'est-à-dire de mettre en place les projets pédagogiques, mais on n'en a plus le temps. Moi, j'ai dit à mes collègues en ce début d'année, ne comptez pas sur moi pour vous accompagner dans les projets pédagogiques. Je vais essayer d'assurer au maximum l'administratif, que la sécurité soit assurée, mais je ne pourrai pas impulser la réflexion au niveau pédagogie. J'ai la chance d'avoir une équipe essentiellement composée d'enseignants chevronnés, avec l'apport de quelques enseignants qui arrivent, débutants, dans une école certes très importante, aux gros effectifs. Je vous dis, j'ai 21 classes, on est 24 collègues, parce qu'entre les temps partiels et tout ça, ça fait des ans supplémentaires. Des gens qui sont tous passionnants. Donc voilà, il y a vraiment une équipe ici, une équipe pédagogique soudée, qui réfléchit, mais voilà, après, au bout d'un moment, ça peut ne plus suffire, quoi. Mais moi, je me suis beaucoup retrouvé dans ce qu'a dit la collègue, parce que ce qu'elle décrit, c'est effectivement notre quotidien. Aujourd'hui, l'ensemble de l'académie est dans le recueillement. Demain, le combat contre la souffrance au travail s'engagera. Nous le devons à Christine. Merci. Bonjour, donc moi je suis là pour le SNIPP FSU 75 parce que le geste dramatique de notre collègue résonne pour nous toutes et tous au-delà des frontières du 93. La FCPE de Lina s'associe à cet appel à rassemblement et apporte sa solidarité aux enseignantes et enseignants choqués et affectés par ce drame. Moi je suis enseignant sur le 95 de Val d'Oise. Vous pouvez imaginer bien entendu qu'en ce moment l'émotion est extrêmement forte dans notre département. Le geste de Christine Renon, il intervient 3 semaines seulement après la rentrée. Est-ce que ça vous surprend ? Non, je pense que personne n'est surpris. Cette collègue, elle l'a bien dit, elle signe sa lettre, directrice épuisée. Je crois qu'on pourrait tous l'écrire assez facilement, cette phrase-là. Il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai dû me déplacer avec mon collègue directeur de l'école d'à côté, qui est une école aussi grosse que la mienne,
Il fallait aller chercher les livrets d'évaluation des CP et des CE1. Vous savez, les évaluations nationales que M. Blanquer a mis en route. J'ai 140 enfants de CP CE1 dans l'école, 140 livrets de français, 140 livrets de mathématiques à aller chercher vers la mairie d'Aubervilliers. C'est naturel, le directeur il se déplace, il est magasinier, il est livreur, 4 cartons énormes, j'ai des problèmes de dos, mais ça on n'en tient pas compte. Voyez. Alors ça peut paraître très anecdotique dit comme ça, mais c'est ces petites tâches. Moi, je ne suis pas devenu directeur d'école pour être à la fois magasinier, livreur, gardien, enfin tout ce que vous voulez. Voyez. Donc tout ça, c'est des petites choses qui peuvent contribuer. Et dans la lettre que notre collègue Christine a écrite, si elle a autant frappé la profession, c'est que tout le monde se retrouve là-dedans. Le matin, Jean Buissonnier arrive à 7h pour que l'école soit prête à 8h30. Depuis quelques années, il n'assure plus les activités périscolaires le soir car il n'en a plus l'énergie. Après sa journée de travail, il quitte l'établissement vers 17h30 et rentre chez lui. Ça vous fait des journées énormes, parce que le midi, on s'occupe des enfants à la cantine. Et alors, très anecdotiquement aussi, quand les heures supplémentaires ont été défiscalisées pour tous les salariés français, nous, elles ne le sont pas. On vient juste d'apprendre que les heures de surveillance, qui sont des heures supplémentaires que les enseignants font au niveau de la cantine, par exemple, n'étaient pas reconnues comme des heures supplémentaires. Donc, même ça, ce gain de pouvoir d'achat que vous pouvez espérer, il n'existe pas. Donc, ça contribue vraiment à un malaise profond, quoi. Et à nous couper petit à petit, de l'intérêt de ce métier aussi, quoi. Est-ce que votre métier, vous l'aimez encore ? Alors, oui, j'ai la chance de ne pas venir au travail la boule au ventre, ça c'est clair. Maintenant, l'énergie que ça me demande, je vous disais que j'avais 57 ans, je sens que clairement je l'ai de moins en moins. Alors, bon, après c'est humain, c'est l'âge, quoi, mais clairement je me considère comme usé par le métier, voilà. Si vous aviez 35 ou 40 ans aujourd'hui et que vous faisiez le même métier, vous diriez je reste encore 20 ans ou vous arrêteriez ? Alors ça c'est une bonne question. Je ne sais pas, je pense que ça serait maintenant, je réfléchirais, ouais. Je réfléchirais à un autre projet. Avant, quand vous deveniez directeur, c'était un peu comme moi, vous y étiez jusqu'à la retraite. Maintenant, je vois beaucoup de jeunes collègues qui deviennent directeurs aux environs de 35, 40 ans. Ils le font 5 ans, puis ils refont autre chose. J'en vois revenir en classe, j'en ai qui partent sur d'autres fonctions. Certains collègues aussi quittent l'éducation nationale. Et j'espère, il me reste normalement, il me restait 3 années à faire. Je commence à me dire si j'ai la possibilité théorique de partir, j'aurais pu partir en retraite à partir de cette année. Puisque je suis un vieil enseignant, donc j'ai gardé des droits à partir en retraite à partir de 57 ans. Mais après, comme tout le monde, on fait les calculs, les décotes, vous savez, les choses comme ça. Moi, donc, je m'étais fixé comme objectif de partir en retraite quand j'aurai ma retraite pleine. Et j'en suis à me dire que je vais peut-être l'anticiper. Parce que je vais peut-être être usé avant et que je n'ai pas envie de faire l'année de trop, quoi. Voilà. Claudia, on sent beaucoup de lassitude chez ce directeur. C'est un directeur qui est vraiment passionné par son travail, mais qui est lui aussi très fatigué. Et c'est d'ailleurs pour ça que la lettre de Christine Renon l'a autant touché et que cet acte a vraiment réveillé quelque chose chez lui. Comme il le dit, il a vraiment été bouleversé par ça. Quelles sont les revendications des directeurs et des directrices aujourd'hui ? Les directeurs et directrices en région parisienne, aujourd'hui, ils aimeraient bien ne plus avoir à faire la classe parce qu'en fait, c'est une charge énorme en plus de toutes les petites tâches quotidiennes qui leur incombent. Donc ça, c'est une des premières revendications dont me parlait Jean Buissonnier. Au-delà de ça, lui n'est pas directement concerné parce qu'il est en fin de carrière, mais il y a beaucoup de directeurs qui sont mal payés. Il y en a qui gagnent moins de 2 000 € par mois alors qu'ils ont des responsabilités extrêmement importantes et donc ils aimeraient aussi avoir des salaires plus importants. Et le mouvement qui a démarré après le suicide de Christine Renon continue ? Il y a eu 3 mobilisations. La dernière, c'était une marche blanche samedi à Pantin. Et ça commence d'ailleurs à porter ses fruits puisque le maire de Pantin lui-même s'est exprimé à ce sujet et il demande à ce que dans sa ville, il n'y ait aucun directeur qui soit en charge de classe. Et il est d'ailleurs même prêt à ce que la ville paye pour permettre ça aux directeurs des écoles de Pantin. Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, production Clara Garnier-Amouroux et Marion Botorel, réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles sur toutes les applications de podcast, sur Deezer et Spotify. Vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse codesource@leparisien.fr.